Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot. On est sur RBS, le 91.9 FM, 17h-18h tous les jours du lundi au vendredi pendant l'Euro. L'actu de la compétition, les matchs à venir, en l'occurrence les huitièmes de finale puisque ça va avoir lieu à partir de demain, dimanche et lundi, les huitièmes de finale de l'Euro 2016. On va passer cela en revue aujourd'hui, on va vous donner nos pronostics, on va vous donner un petit peu nos impressions sur ce qui peut se passer. Avec aujourd'hui au micro, nous avons Mathieu. Salut Mathieu. Salut Paolo, bonjour à tous. Nous avons Michel. Bonsoir et bonne soirée. Salut Michel. Et nous avons également Gilles avec nous aujourd'hui. Salut Gilles. Salut Paolo, salut à tout le monde. Voilà donc l'Euro 2016 qui bat son plein, qui commence un petit peu maintenant si on peut dire, puisque les matchs amicaux améliorés étant terminés, on va passer à la compétition. La phase de découverte. Phase de découverte, phase de rodage, phase ouais. Ça c'est selon les observateurs, hein, découverte de nouveaux pays. C'est vrai qu'il y a eu une belle découverte finalement dans cet Euro. On va en parler dans quelques instants. On démarre tout de suite peut-être sans transition les huitièmes de finale. Je les rappelle rapidement et après on en parle. On va faire du match par match, un petit peu expliquer les enjeux. On aura déjà un Suisse-Pologne samedi à 15h, ce sera le premier match à venir. Ensuite à 18h, ce sera Pays de Galles contre Irlande du Nord. À 21h, Croatie-Portugal. Le lendemain, on aura droit à 15h bien sûr au match de l'équipe de France. À 18h, ce sera Allemagne-Slovaquie. À 21h, Hongrie-Belgique. Et enfin, lundi, les deux huitièmes restants, Italie-Espagne à 18h et Angleterre-Islande à 21h. Voilà, j'ai été complet. On va démarrer peut-être avec ce Suisse-Pologne qui s'annonce prochain match à venir. L'équipe de Suisse qui était plutôt finalement assez décevante. Enfin, moi j'ai pas trop kiffé au premier tour. 0-0 contre la France, ils se qualifient, etc. Mais est-ce que ça peut suffire contre une Pologne qui a tenu en échec l'Allemagne et qui monte peut-être en puissance? Vos opinions là-dessus, peut-être Gilles pour commencer? Moi personnellement, la Pologne m'a plutôt déçu pour l'instant, comme la Suisse. Du coup, je m'attends à un match assez fermé entre deux équipes qui ont mis peu de buts. Faudrait que Lewandowski se réveille pour qu'il nous montre enfin le niveau qui est le sien en Bayern pour emmener la Pologne en cœur tout simplement. Voilà, la Pologne c'est vrai qui a pas été flamboyante, qui a marqué 2 buts simplement, 2 buts marqués et 0 encaissés, et un Lewandowski pour l'instant un peu en mode veille. Michel, ton opinion? Je suis d'accord avec Gilles, hein, c'est un match qui sera relativement ouvert, hein, on peut pas vraiment savoir qui est le favori lors de cette rencontre, même si la Pologne a terminé juste derrière l'Allemagne. On fait deuxième de voilà, 7 points quand même. Juste derrière l'Allemagne en tenant en échec justement la Mannschaft. Mais c'est vrai que la Pologne n'a pas été flamboyante. Premier match contre l'Irlande du Nord, mi-figue, mi-raisin, avec quand même ce beau but de Milik. Match nul contre l'Allemagne et ensuite une Pologne relativement décevante contre l'Ukraine qui s'est fait malmener lors de ce match. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu concéder le nul face à une équipe qui n'est pas montré grand-chose pour c'est une équipe qui était complètement... Alors c'est non, c'est la fenêtre qui a claqué. On a un peu ouvert les fenêtres pour faire du courant d'air, alors que ça c'est une équipe l'Ukraine c'était une équipe qui était désunie. Il y a des conflits dans l'équipe. Donc voilà, la Pologne n'a pas su faire la différence vraiment. Donc c'est un match relativement ouvert. Pour moi, la Pologne a montré autant que la Suisse pour l'instant. Alors un match qui risque de pas être très prolifique en but en fait, j'ai l'impression, là vu ce que les équipes ont montré au premier tour offensivement parlant. Mathieu, surtout défensivement. Ou défensivement. La Pologne n'a pas pris de but. Et la Suisse a pris un seul but sur penalty contre la Roumanie. Donc il y a de fortes chances qu'on reste devant des défenses assez regroupées. Peut-être une prolongation. Je sais pas. En fait, avec un parfum de Coupe de la Ligue un petit peu où personne. C'est pas qu'ils aient pas envie, mais qu'ils soient pas. Moi, je suis pas sûr justement. Moi, je suis pas sûr justement parce que les atouts de ces équipes sont plutôt soit au milieu de terrain pour la Suisse, avec des Xhaka, Shaqiri, des joueurs qui sont vraiment dans l'animation. Ou devant. En Pologne, l'atout principal de la Pologne, c'est Lewandowski. Alors match fermé, pas forcément. On peut voir un très beau match. Il y a du Błaszczykowski aussi, tu parles de Lewandowski. Oui, il y a du Błaszczykowski qui a pas été mauvais jusque-là. Il y a Piszczek, il y a Krychowiak. Voilà, il y a Kamil Glik du Torino qui peut marquer sur corner, bien sûr. Non, mais voilà, mais dans ce cas-là, en Suisse, t'as aussi Cher aussi, qui a déjà marqué, et qui est d'ailleurs dans l'équipe type du premier tour de l'Euro, le défenseur suisse, Cher. Sauf quoi sur les notes de l'équipe peut-être. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, pas forcément un match fermé. Hein, ça... Après aussi, il faut prendre en compte le fait que là, c'est élimination directe. On a eu 2 équipes qui sont allées relativement quand même tranquilles. La Pologne qui a cherché nul contre l'Allemagne, qui a gagné de justesse les autres matchs. Mais sinon, là, ça va être la phase élimination directe. Celui qui gagne, il passe. Donc les deux vont quand même essayer de marquer. Les deux vont aller vers l'avant. Donc on peut s'attendre à tout en fait sur ce match. Un des points d'inquiétude côté suisse, c'est Djourou en fait. Hein, c'est un petit peu le maillon faible de cette défense centrale. Cher tient la route, les latéraux ça va. Quoique Lichtsteiner pas aussi bon qu'à la Juve en fait. Il est toujours très fort à la Juventus en équipe de Suisse. Il a tendance à un peu déjouer. Enfin, on le voit moins incisif qu'avec la Juventus. De l'autre côté, il y a Rodriguez, je crois, le joueur de Wolfsburg. Donc là, de ce côté-là, on va dire que ça tient la route. C'est vraiment du côté de Djourou Rodriguez aussi, que ça risque d'être. Aussi, il est en dessous de son niveau. En dessous de ce qu'il peut apporter, notamment sur les coups de pied arrêtés, même si c'est lui qui tire, je crois, sur le but contre l'Albanie. Oui. C'est un joueur qui est, je suis d'accord avec Michel, qui est moins décisif que ce qu'il avait déjà montré. Par le passé, notamment en club. Ouais. Alors il y a aussi une donnée intéressante, c'est le duel de gardiens, puisqu'on aura du Fabianski vraisemblablement côté polonais contre un Jan Sommer qui a fait un bon premier tour là aussi. Donc c'est vrai que défensivement ça risque d'être un beau duel de gardiens intéressant à suivre. Alors sur ce match on fait une petite revue de pronostics, sachant que Fred, je crois sur son Facebook, notre ami Fred prédit une victoire de la Pologne, difficile mais de la Pologne. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles, un petit pronostic? Moi, je vois la Pologne au penalty. La Pologne au penalty, voilà, avec un match allant en prolongation et donc au tir au but, d'accord. Michel? Moi aussi, je vois un match nul au bout du temps réglementaire. Je vois bien un 2-2, je sais pas pourquoi, mais un partout 2-2, mais un match plutôt ouvert. Et par contre, je vois la Suisse passer. D'accord, donc un match qui contrasterait avec le côté un peu fermé des prestations des deux équipes au premier tour, avec la Suisse qui passe. Donc la Suisse qui passe. Très bien. Mathieu? Pour moi, 1-0 Pologne, peut-être dans le temps réglementaire. Moi, je dirais aussi 1-0 Pologne dans le temps réglementaire. La Suisse, je les sens pas vraiment en mesure d'élever leur niveau, quoique ils ont une génération qui pourrait, c'est vrai qu'ils jouent ensemble en fait. Si les quatre de devant, Shaqiri, Mehmedi, Xhaka et l'attaquant de pointe qui s'est pas encore bien illustré parce que il y a eu Mbolo qui a pas scoré, il y a Seferovic qui est mauvais, ouais. Est assez quelconque. Donc c'est vrai que là, si cette attaque suisse fonctionne bien, peut-être que la Suisse pourra rivaliser, mais sinon je vois que la Pologne, je pense que la Pologne peut bien résister défensivement, et je vois un petit 1-0 avec un but de Kamil Glik sur corner. Voilà. C'est précis. C'est précis, c'est net. En deuxième mi-temps même, si tu veux tout savoir. Voilà pour Suisse-Pologne. Alors le vainqueur de ce match affrontera Croatie. Le vainqueur de Croatie-Portugal, là c'est vraiment un match qui va être très très intéressant, avec un Portugal qui a déçu pour l'instant, 3 matchs nuls pour se qualifier, et une Croatie qui a plutôt enchanté, plutôt avec un jeu vraiment intéressant offensivement parlant, une équipe cohérente malgré les jets de fumigène de la part de ses propres supporters qui ont interrompu la rencontre contre la République tchèque, et qui a permis peut-être aussi une déconcentration et le match nul des Tchèques. Alors la Croatie va-t-elle confirmer? Le Portugal va-t-il réussir à se remettre dans le bain? Décevant, bon, je suis pas tout à fait d'accord. 3 matchs nuls quand même. On attendait mieux dans le groupe de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Islande. Hein. Ouais, mais bon, c'était un groupe très serré. Et au moins sur les 2 premiers matchs, le Portugal a copieusement dominé contre l'Islande, même contre l'Autriche. Ils loupent un pénalty. Contre la Hongrie, hein. Ouais, contre la Hongrie aussi, ils dominent, mais ils se prennent 3 buts encaissés là aussi, Michel. C'est quand même. Ils sont menés 3 fois. C'est le Portugal. On entend parler du Portugal comme une c'est une équipe qui fonctionne avec une méga star, qui a une défense centrale de moyenne d'âge, très âgée. Bon, ils ont un bon gardien, c'est clair. Les latéraux, c'est compliqué aussi côté Portugal. Il y a Moutinho qui n'est plus tellement, qui est un petit peu vers la fin. Mais oui, au niveau offensif, autour de Ronaldo, ça a pas mal bougé, avec Nani par exemple. Donc t'as tendance à le croire jeune Renato Sanchez. Enfin, je pense que le Portugal n'est pas à enterrer, parce qu'ils ont eu. J'ai pas dit que je les enterrais. J'ai juste dit que pour l'instant, c'était quand même vachement des manque de réalisme, mais au moins, ils sont créés énormément d'occasions. Voilà, alors alors Mathieu qui a l'air de dire que le Portugal peut revenir et peut éventuellement se qualifier. Je sais pas ce que Gilles et Michel en pensent. Moi je pense aussi que le Portugal en fait le Portugal, le truc c'est que là on les voit mauvais, on les voit 3 matchs nuls, on les voit qualifiés de justesse pour les 8e, mais le truc c'est que les Portugais, tu regardes l'équipe, t'as Cristiano Ronaldo, t'as Pepe, c'est une équipe
qui peut se réveiller, qui va sûrement se réveiller, je pense, dans ce match contre la Croatie. Après, la donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que derrière les Portugais, c'est quasi catastrophique sur les premiers matchs. Il y a un bon gardien, mais c'est vrai que les défenseurs, ils sont pas dans le coup vraiment. Hein. Sauf encore, Pépé peut-être. Rui Patricio sur le dernier match, il est pas innocent, il est pas exempt de tout reproche sur les 3 buts polonais, sur les 3 buts hongrois. Et en fait, je pense que l'attaque croate va faire mal à cette défense. On l'a vu que ce soit contre l'Espagne, alors que l'Espagne c'est solide derrière. T'as sur un contre un Perisic qui peut venir te crucifier un match, tu vois. Ouais. Et donc moi je vois plutôt la Croatie l'emporter. Je pense que derrière les Portugais sont trop faibles pour continuer. C'est un problème de défense pour toi. Michel, est-il d'accord avec cette analyse? Déjà moi, pour qualifier le Portugal, j'emploierais pas les mots décevant ni mauvais. D'accord, alors tu vas nous expliquer ce que tu as pensé de ce Portugal? Bah écoute, honnêtement, pour l'instant, cette équipe, elle peut très bien finir avec 9 points après le premier tour. Hein. Ça aurait pas été on va pas refaire l'histoire. Ah oui, mais bon, tu peux pas dire que le Portugal a été décevant. Moi je trouve qu'ils ont été décevants. Ils marquent pas contre l'Autriche. Attends, un penalty raté. Bah oui, mais bon, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Bah oui, mais non, dans ce cas-là, tu peux dire que l'Italie a été décevante. Bah, l'Italie, ils ont 6 points, ils sont qualifiés après 2 journées. Dans ce cas-là, t'as tout le monde qui est décevant. Bah, beaucoup d'équipes ont été décevantes, pour le coup. C'est pas. Quand tu te qualifies avec 3 points en 3 matchs, peut-être décevant dans la finition. Je suis désolé, c'est décevant. Décevant dans la finition, oui. Mauvais, non. Et puis sur le dernier match, t'as le réveil d'un Cristiano Ronaldo qui est enfin décisif, qui qualifie clairement le Portugal pour les 8e. C'est un match sur 3 qui réussit Ronaldo. Mais il y a une montée en puissance. D'accord. Contre l'Islande, on l'a pratiquement pas vu. Contre l'Autriche, ça tient à rien. On a vu le mauvais Cristiano. Contre l'Autriche, ça tient à rien. Et là, il y a le réveil clairement avec ce but magnifique. Déjà la passe décisive qui est lumineuse pour Nani. Et puis t'as ce doublé. Voilà, mais là en face c'est la Croatie, tu as plus l'Islande, tu as plus la Hongrie, tu as plus l'Autriche, tu as la Croatie, Michel. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, non mais moi je te parle maintenant juste du Portugal. Après la Croatie, ça dépendra en fait de l'état de forme d'un Modric par exemple. Je vois pas la Croatie faire 2 fois le même coup comme contre l'Espagne en fait. Je les vois pas reproduire ça. Pourquoi? Reproduire, c'est-à-dire regagner un match. Ils l'ont emporté de façon méritée, mais en plus ils avaient une équipe bis. Ouais. Ils ont fait tourner, effectivement, le plus remarquable. Mais là, on devrait avoir le retour de Modric. Enfin, j'en sais rien, mais sans doute Modric. Ça dépend en fait de Mandzukic. Moi, j'aimerais bien que Kalinic soit titularisé, l'attaquant de la Fiorentina, parce qu'il a montré beaucoup plus en un match que Mandzukic. Mais c'est quelque chose que Fred disait. Je suis assez d'accord. Les Croates, c'est l'équipe qui est capable de flamber pendant 1 ou 2 matchs, et puis après totalement s'effondrer lors du suivant. Donc pour moi, c'est à la Yougoslave. Ouais, à la Yougoslave quoi. Donc la Yougoslave. Non mais voilà, moi je cracherai pas comme ça sur le Portugal. Ah non, mais je crache pas sur le Portugal, sur ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, je pense que le match sera très disputé. Peut-être que le Portugal va se qualifier. Moi, je dis c'est du 50-50 là. Simplement, sur les prestations précédentes, la Croatie, avantage à la Croatie. Maintenant, on sait que cette équipe de Croatie, il y a des fans. C'était peut-être l'une des pires équipes sur laquelle pouvait tomber la Croatie. Oui, peut-être. C'est pas facile à jouer. Le Portugal. Après, il y a un sélectionneur aussi au Portugal qui est vraiment un bon entraîneur. C'est l'entraîneur de la Grèce en 2014. Il avait vraiment réussi à faire quelque chose, cette sélection grecque, qui s'était qualifiée pour les 8e de finale pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde. Et ils avaient failli passer en quart de finale. Donc, on a vraiment un sélectionneur qui peut-être tactiquement peut réussir à faire quelque chose de ce Portugal. Un autre facteur important, c'est qu'on a vu que le Portugal a du répondant. Le Portugal était dos au mur, donc déjà t'as le réveil de Cristiano Ronaldo, et l'autre facteur important, c'est que le Portugal dos au mur, mené 3 fois au score, a été capable de revenir. Donc mentalement, ça a dû forger quelque chose, et je pense que maintenant que ça va se jouer à une élimination directe, ils sont rodés maintenant mentalement. D'accord, alors c'est l'avis de Michel, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur ce match Croatie-Portugal. Un pronostic tout simplement, Gilles? Alors moi je vois beaucoup de buts parce qu'on a une bonne attaque d'un côté avec Cristiano, on a une mauvaise défense du même côté, donc je vois beaucoup de buts et une victoire croate. Une victoire croate, un petit score comme ça? 3-2. 3-2 dans le temps réglementaire pour la Croatie. J'aurais aussi dit ça, oui. Alors Mathieu suit l'avis de Gilles, 3-2 pour la Croatie dans le temps réglementaire. Michel? Moi comme d'habitude, je vais être à l'inverse, à l'opposé. Je vois une victoire du Portugal de buts 1.
Alors le Portugal de Buis pour Michel qui et dommage pour la Croatie qui viendrait comme ça gagner son premier match du tournoi. Moi je dirais un partout et tir au but Alors au tir au but, allez la Croatie au tir au but avec Ronaldo qui rate, qui tape la barre. Poteau barre, les 3 poteaux en même temps, enfin ça va être du grand spectacle. On faudra noter nos pronostics là parce que je sens que moi c'est la grosse cote là, Suisse, Portugal. C'est vrai qu'il faudrait les noter, on fait jamais trop le compte après coup parce que c'est histoire de discuter surtout, c'est pas tellement histoire de vérifier l'expérience jouée. Alors voilà, Mathieu note les pronos. Très bien. Alors voici ce qu'on peut dire sur Croatie-Portugal. On file à présent autre match, Pays de Galles, Irlande du Nord. Alors là c'est un match surprise, on s'attendait pas à les voir en 8e avant la compète, les deux forcément. L'Irlande du Nord, qui a gagné ce match contre l'Ukraine sous le déluge, sous la grêle, la totale. Ça paraît quand même une équipe assez limitée techniquement face à cette équipe du Pays de Galles qui joue à 3 derrière avec Bale, Ramsey, ça joue bien, c'est chatoyant, il y a des fans des deux côtés d'ailleurs qui font le spectacle en tribune. L'Irlande du Nord, là ce serait quand même la grosse cote. Peut-elle réaliser l'exploit, Gilles? Alors l'Irlande du Nord, c'est déjà la grosse cote la grosse surprise de la phase de poule parce qu'on les voyait pas sortir de ce groupe. Même si c'était qualifié assez brillamment finalement. C'est vrai. Mais quand on a vu le groupe où ils sont tombés avec l'Allemagne, avec la Pologne, avec l'Ukraine, on s'est dit ça va être difficile pour eux. Ils ont réussi à déjouer les pronostics. Mais là, moi, je sais pas pourquoi, mais je les vois pas surfer en gros sur la vague parce que là on a une équipe du Pays de Galles en face qui est, moi qui m'a séduit personnellement pendant la phase de groupe. Avec ce Gareth Bale. Qui a séduit tout le monde, je crois. Ouais, voilà, qui a séduit tout le monde et surtout t'as un Gareth Bale en feu, t'as un Ramsey qui ramène toute son équipe à son niveau. Puis des bons petits joueurs comme Joe Allen en milieu de terrain, voilà, ça joue bien. Hein. Exact. Et puis l'Irlande du Nord, Taylor et l'Irlande du Nord, c'est quand même très limité. S'ils s'en sortent aussi bien sur la phase de poule, c'est en partie grâce à leur gardien qui a fait. Ah oui, McGovern, excellent. McGovern, voilà. Surtout contre l'Allemagne. Donc moi, je vois un match quand même assez serré parce que voilà, c'est un duel de Britanniques, ça va être la ferveur, l'intensité, le fighting spirit. Moi, je vois un match remporté par les Gallois. Les Gallois, Michel. Alors l'Irlande du Nord, peut-elle être sauvée par Kyle Lafferty, ex-joueur de Palerme, dont tu es fan? Pour moi, ça va être serré en fait, parce que l'Irlande du Nord va rien lâcher. Ces deux équipes britanniques, ça va être serré, mais au talent, le Pays de Galles est plus fort. Les talents dans l'équipe. Après, ça dépend toujours. Comme quand on l'a vu contre l'Allemagne, l'Irlande du Nord a craqué une seule fois, alors que l'Allemagne aurait pu l'emporter 7, 8, 9, 12, 17-0. Ça aurait pas été surprenant. Je pense que le Pays de Galles a tout intérêt à marquer en première mi-temps. Sinon, ça va être compliqué. Pour moi, c'est un vrai match de coupe avec un petit poussé qui est représenté par l'Irlande du Nord et le favori qui sera le Pays de Galles. C'est un peu bizarre de dire ça, le Pays de Galles favori, mais le Pays de Galles a montré de belles ressources. Ils ont écrasé la Russie. Ils proposent du jeu, comme je l'avais déjà dit lors d'une précédente émission. C'est une équipe qui est tactiquement bien en place, et qui respecte un schéma de jeu qui est défini, et on sent qu'il a été travaillé déjà depuis un certain moment. Il n'y a pas d'improvisation, c'est pas juste les deux stars Bale et Ramsey qui font le jeu. Mathieu, peut-être rapidement ton point de vue, il faut qu'on accélère puisqu'il est déjà à 17h24. Je suis à peu près d'accord avec ce qui vient d'être dit, le Pays de Galles favori. Pays de Galles favori. Alors moi je vais lancer les pronos et je vais jouer la grosse cote là pour le coup. Victoire de l'Irlande du Nord 1-0, match dégueulasse 4-5-1. Vraiment le Pays de Galles qui va dominer, quel que soit le score, qui va buter sur McGovern, qui va buter sur le double rideau, qui va avoir des occasions à l'appel. Un vrai match de coupe internationale, d'Euro, et voilà, sur un corner. Moi j'aime bien leurs corners tendus comme ça, ils sont tirés de manière assez particulière, et sur un corner tendu, la tête de Kyle Lafferty, voilà, la tête de Kyle Lafferty, Michel, pour battre le Pays de Galles. Voilà, ça c'est mon petit scénario à la 85e minute. Voilà. Lafferty, faudrait qu'il joue en fait. Ouais, faudrait qu'il joue, mais il va rentrer en jeu et il marquera quand il rentrera en jeu. Gilles? Moi je te le fais plus simple, doublé de Gareth Bale, 2-0 pour le Pays de Galles. Voilà, là c'est plus classique, c'est plus ce qu'on attend, effectivement. Michel? 1-0 pour le Pays de Galles. 1-0 Pays de Galles, et Mathieu? 1-0 aussi.
1-0, voilà, pour les pronos. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur d'Hongrie-Belgique. Alors la Belgique qui se qualifie sans vraiment convaincre contre la Suède. Il y a eu ce match, cette deuxième mi-temps intéressante face à l'Irlande. Que vaut cette Belgique? La Belgique peut-elle venir à bout d'une Hongrie qui nous a étonné, qui a été une des révélations de ce premier tour là aussi dans le jeu? Que pensez-vous de ce match? Demande à De Bruyne. Demande à De Bruyne. Pourquoi? En fait, c'est exactement ça. C'est un peu l'état d'esprit belge. Enfin, je pense. T'as entendu son interview à De Bruyne? Non, j'ai pas suivi. Hein. Kevin De Bruyne a été interviewé après le match face à la Suède. Donc le journaliste lui a dit oui, Kevin. Malgré cette victoire, on n'a pas encore vraiment vu les Belges. Alors De Bruyne lui a répondu, je cite, ouais, mais je m'en bats les couilles. D'accord, ok. Donc il a vraiment dit ça. Hein. D'accord, dans le texte. Je m'en bats les couilles. Citation. Ouais, je m'en bats les couilles. Tant qu'on gagne, le reste. Voilà, ok, voilà. Il faut gagner alors. Et alors il a dit aux journalistes, si on gagne encore 4 matchs comme ça, on gagnera l'Euro, alors qu'est-ce que tu auras à dire? Alors le journaliste, bravo. Et De Bruyne dit, voilà, et après il s'est barré. Voilà, ouais, un peu comme il y a 2 ans, l'Argentine avait été en finale avec des matchs dégueulasses sur tout le tournoi quasiment. Donc c'est possible. Hein. Ce qui est intéressant avec la Belgique, c'est la montée en puissance d'un Eden Hazard en fait. Voilà, alors qui prend, moi je l'avais vu contre l'Irlande, j'avais bien aimé son rôle, il a vraiment pris la mesure de son rôle, il prenait le ballon, il essayait vraiment d'être le leader offensif de cette équipe. Après, donc ça c'est intéressant, oui. Il faut pas qu'il se marche sur les pieds avec De Bruyne. C'est ce qu'on a vu contre la Suède. Les deux se sont un peu marchés sur les pieds. Donc c'est un peu compliqué. Les deux aimeraient bien prendre le jeu à leur compte, mais les deux ont tendance à se marcher sur les pieds. Et c'est là en fait où se joue en fait l'avenir de la compétition de la Belgique. Si les deux s'entendent, si Eden Hazard arrive dans son registre à proposer quelque chose et Kevin De Bruyne dans un autre registre à proposer autre chose pour fournir plus de ballons, par exemple à un Romelu Lukaku qui n'a pas été bien servi, à part contre l'Irlande, mais sinon n'a pas vraiment été servi dans les bonnes conditions. Alors la clé pour toi c'est l'entente De Bruyne-Hazard, voilà. Ça c'est très clair, Michel. Donc c'est à Wilmots de jouer aussi. Alors à Wilmots aussi d'organiser son équipe en conséquence. Alors oui, ça c'est le point de vue de Michel et le point de vue aussi d'autres observateurs de la Belgique. On salue Denis. Gilles. C'est vrai que la paire Hazard-De Bruyne est très importante, mais pour l'instant on les a vus plutôt assez performants les deux, que ce soit individuellement ou ensemble. Contre la Suède, s'ils sont autant marchés dessus, si on peut dire, c'est parce qu'ils n'arrêtaient pas de changer de côté l'un et l'autre. Moi le problème je vois plus sur Lukaku, qui c'est vrai n'est pas servi dans les meilleures conditions, mais qui ne se met pas dans la meilleure position pour se faire servir. On l'a vu qui dézone un peu trop, qui se place pas bien, qui est seul, faut le dire aussi, il est toujours face aux deux défenseurs et il essaye de rester avec son corps. Mais moi je pense que la clé c'est comme pour l'équipe de France avec Giroud, pour la Belgique c'est Lukaku. Il faut réussir à harmoniser le jeu, à lui transmettre plus de ballons. Mais c'est aussi à lui de faire le travail. Après sur le match face à une équipe hongroise qui est pas qui a montré de belles choses en phase de groupe, mais qui est pas flamboyante non plus, comme on l'a dit contre le Portugal, ça aurait pu perdre à tout moment. Là contre cette équipe, moi je sais pas pour l'instant. Ok, tu réserves ton pronostic, mais on a compris que Lukaku, selon toi, c'est la clé, d'accord. Mathieu. Moi je vais miser sur la Hongrie. Ah, intéressant. J'imagine victoire de la Hongrie 2-1. Très bien, parfait. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la Belgique avait un mal fou à. Enfin, une fois qu'ils ouvrent le score, ils sont lancés, ils sont en confiance, et ils réfléchissent plus trop à comment ils sont organisés. Bon, parce que là, tels qu'ils sont actuellement, ils ont un mal fou à proposer du jeu, quoi. D'accord, alors et dans mon esprit ils seront incapables de le faire. C'est vrai que au niveau du jeu à proprement parler, la Hongrie a montré de belles choses comparativement à la Belgique qui a assez peu joué collectivement, ça c'est vrai. La Belgique a beaucoup de joueurs à titre individuel, a une masse de joueurs, il y en a plein qui ne jouent pas en plus. Fellaini par exemple ne joue plus, il était pas bon au premier match, mais qu'est-ce que ferait je me demande vraiment ce que ferait un vrai coach de la Belgique. Ah d'accord, donc toi aussi tu pointes les faiblesses de Marc Wilmots, le coach belge. On suivra ça, mais c'est vrai que c'est un peu les individualités contre le collectif, en quelque sorte, ce match Hongrie-Belgique. Alors moi je pense... Je mets 2-1. Moi je vais mettre 2-0 pour la Belgique, parce que je pense que la Hongrie va bien jouer, mais ils auront peut-être le soupçon de réussite en moins par rapport aux 3 matchs précédents. Et la Belgique peut-être qui ouvrira le score en première mi-temps aura ensuite l'occasion d'attendre plutôt la Belgique et de frapper en contre.
une belle Hongrie, mais une Belgique réaliste. Voilà, c'est un peu un scénario qui peut coller éventuellement. Scénario parmi d'autres, bien sûr. Gilles, 2-1 pour la Belgique avec un but en fin de match. But en fin de match, deuxième but en fin de match pour les Belges. Et Michel? Moi j'ai adoré la Hongrie. Oui, moi aussi. Le début de la compétition, on a tous bien aimé. Génial. Je serai supporter de la Hongrie pour ce match. Mais bon, je pense que la Belgique va passer quand même avec pas mal de difficultés. Je vois un 2-1 pour la Belgique, mais difficile. Avec une belle Hongrie. Mais comme dit, je suis pas sûr du tout de ce pronostic. Ouais, on n'est jamais trop sûr de nous. C'est vrai qu'on imagine des scénarios. J'aimerais beaucoup voir la Hongrie en quart de finale. Alors là, Mathieu note tous les pronos, donc on va faire le compte des réussites et des échecs de chacun la semaine prochaine. On file de l'autre côté du tableau avec Allemagne-Slovaquie. Allemagne-Slovaquie, l'Allemagne évidemment favorite pour cette rencontre. Une Slovaquie avec Marek Hamšík qui a démontré qu'elle pouvait faire trembler certaines équipes, dont l'Angleterre qui a eu du mal à marquer, qui n'a pas marqué d'ailleurs, même si stérilement ça a été stérile offensivement parlant pour la Slovaquie sur ce match contre l'Angleterre. La Slovaquie peut-elle là aussi réaliser l'exploit face à une Mannschaft qu'on imagine quand même vainqueur à la fin? Offensivement, c'est le problème que tu as ciblé. C'était un choix délibéré contre l'Angleterre de pas jouer avec des attaquants, mais là, en fait, quand on regarde l'effectif, il y a presque aucun attaquant valable. Oui. Nemec, Duris, bon, c'est pas Romain Duris, mais non, c'est autre chose. C'est pas très efficace, c'est vrai. La pointe dans ce système de jeu manque. C'est vrai que Hamšík qui était pas du tout concerné par les tâches offensives l'autre fois, aura peut-être plus de liberté. Là, ça dépend aussi de ce joueur, quoi. Si Marek Hamšík sort un match monstrueux, l'Allemagne peut être en difficulté. Autrement, je vois mal comment l'Allemagne peut perdre ce match, quoi. Oui, voilà, c'est un des matchs certainement les plus déséquilibrés, même si le score sera serré. Ouais, c'est sans doute ce qui est à prévoir, Michel. Non, moi je vois l'inverse. D'accord, parfait. Je vois une bonne boucherie. Les Slovaques, grosse débauche d'énergie pour obtenir leur qualification avec ce match nul face à l'Angleterre. On les a vus, pour eux, l'Euro est pratiquement gagné. Là, c'est bon. Et puis des Allemands, sans doute un peu frustrés de n'avoir gagné que 1-0 et qui vont sans doute maintenant qu'on est dans le vrai Euro, dans la vraie compétition, les phases à élimination directe, je vois les Allemands vraiment montrer les crocs. Donc moi je vois un 3-0 pour l'Allemagne, clair et net, sans bavure, les Allemands qui montrent les dents, qui montrent de quoi ils sont capables, et les Slovaques qui vont pas pouvoir résister à cette équipe allemande. Gilles? Moi je rejoins plutôt Mathieu, je pense que ça va être un match plutôt pas serré parce que je pense que la Mannschaft va l'emporter, mais ça va être difficile pour eux parce que les Slovaques ils jouent avec le cœur comme les Hongrois ou comme les Gallois ou comme les Irlandais et puis voilà quoi. L'Allemagne pour l'instant ça a marqué que 3 buts et 3 buts face à des équipes qui étaient pas fantastiques non plus. Donc là on a une bonne équipe qui arrive en face. Moi j'attends de voir, mais je vois pas une boucherie en tout cas des Allemands. D'accord, alors plutôt un score serré avec sans doute peut-être la titularisation de Mario Gomez qu'on a vu à son avantage contre l'Irlande du Nord. Pronostic, alors moi c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer un peu cette rencontre, mais la Slovaquie sans doute un peu trop faible dans le jeu. C'est vrai qu'il y a quelques individualités, mais dans certains secteurs ça manque, notamment en pointe, et dans d'autres secteurs c'est un peu léger. Maintenant, je souhaiterais qu'il gagne. Maintenant, si on s'il gagne, je te paye une pinte. D'accord, on se payera des pintes. Puis je fêterai avec toi. Voilà, on fêtera. Non, après, moi, je suis pas anti Mannschaft non plus, mais à mon avis, ce sera 2-1 pour l'Allemagne avec une Allemagne qui domine vraiment toute la rencontre et un coup de génie d'Hamšík. Tu vois les Slovaques marquer un but. Hamšík, une frappe de loin, un exploit individuel. Pourquoi pas. Allez, voilà. Non, moi je vois pas non plus les Slovaques marquer un but. Je vois une victoire de la Mannschaft, mais une victoire compliquée, 1-0 ou sinon 2-0 comme leur premier match contre l'Ukraine. D'accord, on a fait le tour des pronos. Mathieu, toi qui es le greffier du jour. Ouais, ça marche et tout est écrit, mais un mot sur l'Allemagne. Oui, alors vas-y, bien sûr. La Coupe du Monde, en fait, si on regarde l'évolution de l'équipe d'Allemagne, on voit que du début à la fin, c'est pas du tout la même équipe. Löw fait des conneries au début, il met Lahm au milieu, il met Mertesacker et tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est parti pour faire pareil. On a Götze titulaire, alors qu'il fait de la daube. Ensuite, Hummels pas titulaire au premier match, il était pas disponible, c'est normal. Donc, au fur et à mesure de la compétition, l'Allemagne va
va avoir la meilleure équipe possible. Ouais, là c'est un peu une phase où l'œuvre, en fait, j'ai Schweini éventuellement, bon ça c'est là aussi les aléas physiques et Khedira et Kroos sont largement meilleurs. Donc. Ils sont vraiment sur deux ces Allemands. C'est vrai qu'ils se sont permis 3 matchs au premier tour, des expérimentations, de jouer très très cool contre l'Ukraine. C'était vraiment genre match amical en claquette. C'est vrai que le Joachim Löw fait beaucoup d'expérimentations. Ah bah ça effectivement, il y a beaucoup de types différents, effectivement des expérimentations diverses et variées, oui. En tout cas sa dernière expérimentation, enfin à savoir mettre Gomez en pointe, pour moi ça a quand même bonifié le jeu de l'Allemagne. Ça allait quand même plus vite de l'avant, beaucoup plus. C'est retour au classique. Ah moi non mais voilà c'est ça. Les Allemands ont fait un peu une petite Espagne 2012 avec Götze en pointe qui est vrai était à côté de ses pompes. Pour le coup, quand il a été placé à gauche, c'était pas forcément mieux, mais en tout cas, le jeu de l'Allemagne a été bonifié. Il était moins nocif à gauche que seul par la présence de Gomez, le retour au classique, c'est clair. Ah, le Gomez, l'attaquant de pointe classique, le 9 robuste. Moi, j'adore ce type de joueur. Donc, c'est vrai que ça peut faire du bien et ça s'est vu contre l'Irlande du Nord où il a marqué d'ailleurs le seul but du match. Alors, on passe à présent au prochain match. Donc, le vainqueur d'Allemagne-Slovaquie rencontrera le vainqueur d'Italie-Espagne. Alors ça va être vraiment un match indécis certainement, quoique Michel va nous dire le contraire, que ça va se terminer par un 3-0 ou par un 4-0. Quoique, je sais pas, moi j'ai du mal à m'imaginer cette équipe d'Italie quand même gagner vu le potentiel offensif, même si défensivement c'est excellent, même si tactiquement, même si c'est vraiment l'Italie traditionnelle avec ses valeurs traditionnelles, l'Espagne paraît quand même au-dessus sur le plan du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette confrontation? Oui, Gilles. Si on prend le match maintenant, on peut se dire que les Italiens sont capables de tout, gagner match nul et une défaite. Mais et bon, face à l'Espagne, ça va être compliqué parce que voilà, on a vu l'Espagne jouer contre la Croatie. Il y a un penalty que Ramos manque, bon, qui était pas forcément justifié, mais voilà, le match aurait pu basculer assez facilement pour l'Espagne. L'Espagne, ils sont séduisants depuis le début. Il y a des buts, il y a du jeu, il y a Iniesta. Enfin, c'est beau à voir jouer. Alors qu'en face, l'Italie, voilà, pour l'instant, ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Mais là, on rentre, voilà, comme je l'ai dit avant, pour le Croatie-Portugal, là, on rentre dans la phase élimination directe. Et bon, les Italiens, on les connaît quand c'est les gros matchs, ils sont là souvent. Voilà, pour les matchs en jeu, ils sont là, ils peuvent se sublimer, un peu comme le match face à la Belgique où ils étaient vraiment attendus pour le premier match. Et voilà, ils ont répondu présent d'entrée. On a Giaccherini qui est pas un joueur fantastique, qui fait un match exceptionnel. Voilà, l'Italie s'ils sont dans leur match, ils peuvent le faire honnêtement. Mais après contre l'Espagne, ça va être compliqué. Ouais. Je pense que l'Espagne va dominer. La possession de la balle, je pense qu'ils leur laisseront la possession de la balle tranquillement parce qu'ils la veulent pas la balle. Les Italiens, ils l'ont même pas voulu contre la Suède ni contre l'Irlande, donc ils vont pas la vouloir contre l'Espagne. Ils vont jouer à l'italienne et ils vont espérer que ça va passer. On verra bien. C'est un match serré en tout cas. Une des clés de la rencontre aussi, c'est peut-être l'état de fraîcheur physique, sachant que l'Espagne, il a pas fait tourner face à la Croatie Del Bosque, tandis qu'il y a eu un turnover de l'Italie contre l'Irlande. Et ça peut être assez dommageable pour cette Espagne. En plus, c'est vrai qu'au troisième match, on a senti une Espagne un peu en perte de vitesse par rapport aux 2 premiers matchs. Est-ce que cette tendance peut se poursuivre contre l'Italie? Moi, j'ai l'impression que ça va leur porter quand même préjudice, cette défaite contre la Croatie et le fait de pas avoir assez renouvelé, peut-être un petit turnover, peut-être faire confiance à certains joueurs dans un esprit de groupe aussi pour faire jouer tout le monde. Je sais pas, ça c'est une des clés intéressantes. Michel, tu n'es pas d'accord? L'Espagne n'est plus infaillible. Oui, ça fait 2 ans que on s'en souvient des défaites. L'Espagne n'est plus infaillible, donc voilà, pour moi ça n'a pas tant de valeur que cela. Quand tu vois une équipe de France en 2000 qui avait perdu son 3e match face au Danemark, face aux Pays-Bas, oui 3-2, ouais, ça avait été un peu pareil. Hein. Donc finalement ils l'ont gagné. Oui, mais la France avait fait tourner. Le maire avait fait tourner contre les Pays-Bas. T'avais la main dans les bus, t'avais un turnover, t'avais vraiment cet esprit de faire reposer les cadres. Oui, si tu veux. C'est important. Mais voilà. Après, moi je m'interroge aussi en fait sur la valeur de cette victoire de l'Italie face à la Belgique. Alors oui, finalement les Belges, on s'est un peu enflammé peut-être sur cette victoire italienne, oui. Sinon, après, j'ai pas grand chose à rajouter. Je suis 100% d'accord avec Gilles. Voilà, parfait. C'est beau cette concorde. Mathieu qui va. Moi, je me demande quelle est celle des 2 équipes qui a la meilleure dynamique. Et on perçoit pas trop parce que l'Espagne, oui, ils se sont fait avoir par la Croatie. Ils avaient gagné. Ils étaient bons, d'accord. Enfin, je trouvais que dans le collectif, c'était bon à nouveau contre la Croatie. Mais comme tu dis. Ils ont pas fait tourner, les remplaçants ils sont pas du tout impliqués.
Bon, et l'Italie par contre, qui était excellente au premier match, très poussive au deuxième et au troisième ils ont aussi laissé filer. Enfin la dynamique est un petit peu en question pour ces deux équipes. Ouais, c'est vrai que oui, Gilles. Là, il y a un dernier facteur à prendre en compte, c'est que l'Espagne c'est vraiment la bête noire de l'Italie. Il y a qu'à se rappeler la finale de 2012 et le finale de 2012 et puis méchant 4-0 infligé. Quart de finale de 2008 aussi où l'Italie avait été éliminée au tir au but par l'Espagne après un 0-0 dans le temps réglementaire et en prolongation. Oui. 94, l'Italie avait gagné. Et voilà après en 94, bon, voilà, c'était oui mais il faut le. Il y avait plus même Buffon n'était pas encore là. Voilà donc ça c'est les données les précédents historiques. Mais moi j'ai quand même le sentiment que cette équipe d'Italie elle est sûre d'elle, elle est assez sereine, elle a son plan de jeu, elle sait ce qu'elle va faire, c'est très clair, il y a un groupe, il y a des qualités collectives, il y a une excellente défense, ils seront tous là parce qu'ils ont été avertis. Alors, ils sont tous les trois avertis, Barzali, Chiellini, Bonucci. Buffon aussi d'ailleurs, oui, effectivement. Mais ils seront là. Et alors il y en aura peut-être les trois seront absents s'ils passent en quart de finale parce que je pense que ça va distribuer les cartons dans ce match. Mais je les sens vraiment sur deux défensivement. La clé c'est le milieu de terrain. Il va falloir qu'ils élèvent leur niveau dans ce secteur du jeu. Ils n'ont pas été très bons contre la Suède, les milieux de terrain. Contre l'Irlande c'est pareil. Après c'était l'équipe bis. On aura le retour de De Rossi. Peut-être l'entrée en jeu d'Insigne qui a fait vraiment beaucoup de bien quand il est rentré face à l'Irlande. Moi j'ai peur du talent offensif de cette équipe qui est quand même limité avec Pelé et Eder en pointe. Même si Eder a mis un super but contre la Suède. La clé c'est un peu ça, c'est est-ce que l'Italie sera capable d'élever son niveau en milieu de terrain pour contenir non seulement l'équipe espagnole mais ensuite pour assurer des ballons pour les attaquants et puis pour les ailiers. Ça c'est la question. Si l'Italie a le même niveau dans ce secteur de jeu contre l'Irlande, ça va être très compliqué. Je crains que l'Italie subisse délibérément quoi. Oui, ils subissent délibérément mais qui laissent l'Espagne dans leur zone de confort. Bon après l'Espagne c'est pas non plus une garantie de mettre plein de buts parce que ça ronronne pas mal ça ronronne pas mal l'Espagne, ça peut être efficace mais ça ronronne aussi pas mal quand ils trouvent pas la faille, ça peut durer longtemps comme ça dans cette circulation de balles. Donc voilà, moi je dis allez les pronos, je dis 1-0 en prolongation pour l'Italie, victoire vraiment à l'italienne en prolongation. 1-0. Gilles? Moi je pense comme Mathieu que les deux équipes seront dans leur zone de confort, c'est-à-dire que les Espagnols auront le ballon, ils vont attaquer, les Italiens vont pas avoir le ballon, ils vont défendre, et je pense qu'au final ce sera les Espagnols qui vont l'emporter 1-0 en prolongation. 1-0 en prolongation pour Gilles. Michel? 2-0 pour l'Espagne, avec un but en contre pour les Espagnols en toute fin de match, parce que l'Italie aura été menée longtemps dans ce match. Et puis finalement ils vont quand même devoir sortir et les Espagnols vont les cueillir tout à la fin du match en mettant le deuxième but. Voilà, très clair. Vers un truculent Allemagne-Espagne. Voilà pour Michel. Mathieu? Moi 2-1 pour l'Italie. 2-1 pour l'Italie, voilà, très bien. Dans le temps réglementaire. Ouais, c'est assez fou. Deux buts italiens, ça c'est quand même énorme ça. Doublé de Pelé. Doublé de Graziano Pelé peut-être. On suivra cela, Italie-Espagne à suivre lundi à 18h. On passe à ce France-Irlande voilà, qui aura lieu dimanche à 15h à Lyon. Sur une pelouse un peu meilleure qu'à Lille, hein. Donc ça c'est un premier élément qu'on peut citer pour cette rencontre, ce qui va favoriser bien sûr plutôt l'équipe de France que l'équipe d'Irlande. L'Irlande du Nord devait être initialement l'adversaire des Français, finalement c'est l'autre Irlande. Est-ce que c'est un bon adversaire cette Irlande, Michel? Oui, parce que parce qu'ils sont gentils, hein, comme tu vois partout sur internet, ouais, les supporters sont super magnifiques, fans. Ils réparent le toit d'une voiture, ils chantent des berceuses à des bébés, ils chantent avec la police, enfin voilà. Ils nettoient la terrasse après leur non mais voilà, leur passage. En termes de jeu, voilà. C'est rudimentaire. C'est irlandais quoi, c'est british. Leur première mi-temps était bonne contre la Suède. Ils ont eu beaucoup d'occasions, une barre. C'est un adversaire assez fantomatique, faut dire aussi. J'aime bien leur neuf qui joue à Southampton, Shane Long. Mais après, en fait, qui est un attaquant comme on en voit des fois, enfin un peu un David Ledy quoi. Oh bah, il est jamais dans la surface, il tire jamais, mais il est toujours très bon. Les comparaisons foireuses. La dernière fois, il m'a dit Lukaku, c'est Baoken. Ah bah là. Enfin bon, les amateurs du Racing Club de Strasbourg valideront pas ces parallèles. L'Irlande, c'est trop fantasque en fait. C'est trop. Je sais pas, ils sont capables de mettre 5 buts contre leur camp lors d'un même match. D'accord, alors Michel, tu ne crois voilà, pas ça se joue beaucoup à l'envie, au cœur, c'est une équipe qui est sympa, oui c'est clair, mais ça suffira pas. Oui, ça joue au cœur, ça joue avec l'équipe, ça joue avec le physique, ça joue avec une tactique quand même.
avec il citait Roy Keane qui disait on va marcher sur les Italiens ou je sais pas quoi, on va. Ah bah ça se joue laisser le cœur et tout ça. Le cœur, ouais, bah oui. À part ça, il y a rien. Mais face à cette équipe de France qui est un peu déjouée quand même au premier tour, faut quand même pas dire que l'équipe de France s'est qualifiée avec brio. Est-ce que ça peut mettre en difficulté la France? C'est ça en fait, dans ce match, le pire adversaire de l'équipe de France, c'est l'équipe de France parce que c'est eux qui vont dicter le match quoi. Si je pense que l'Irlande va obligatoirement avoir un ou deux contres. Si on les gère bien, ils vont avoir peut-être un petit temps fort si on le gère bien et que nous de notre côté on arrive si on arrive à marquer, à faire le jeu, enfin trouver un style de jeu qui nous convient, que ce soit avec Pogba à gauche, avec Matuidi à droite. A priori, ce sera la même compo qu'au premier match, hein, c'est-à-dire avec Pogba à droite, Matuidi à gauche et au milieu ce sera Kanté et en attaque pareil. Hein. Ouais, on change pas a priori. Je pense pas que ce soit la meilleure personnellement, mais je préfère voir Pogba à gauche en fait. J'ai du mal quand Pogba n'est pas à gauche. Je pense que ça c'est un problème. Lui aussi a beaucoup de mal. Et Pogba Evra, c'est évident, tu vois. Et alors que voilà, Pogba à droite c'est faible et enfin pas faible, mais il est obligé, si tu veux, il a Sagna il y a pas trop d'automatisme, mais Sagna est pas très offensif, donc il est obligé de créer. C'est vrai qu'il connaît mieux Evra puisqu'il joue dans le même club, quoi. Hein, il est obligé de créer lui-même, et c'est pour ça qu'il tente plus de trucs. Et donc tous les débats en fait qu'on a eu après le premier match contre la Roumanie. Sur Pogba, sur Griezmann, etc. Enfin, tout ça en fait, ça ne servait à rien puisqu'on reviendrait au statu quo. Alors on reviendrait puisque c'est une supposition. Si ça se trouve, Deschamps va jouer sur surprendre. Il va mettre Gamero. Ah non, c'est pas possible. Non. Il va mettre, je sais pas, il peut mettre Gignac, il peut mettre Sissoko en milieu de terrain, Schneiderlin. Je pense que ce serait quand même surprenant, mais peut-être qu'il va finalement titulariser Sissoko avec Pogba, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a pris Schneiderlin? Parce que là, bon là c'est pas en cas de grosse mission du jour, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder, mais on pourra peut-être voir ça un jour où il y aura pas de match. Mais Schneiderlin parce que là on se dit on peut mettre Cabaye à la place de Kanté, machin. Schneiderlin il a aucune chance de jouer. Schneiderlin il a une chance de jouer s'il y a des suspensions, s'il y a des blessures, voilà. On se prive d'un joueur offensif, et pareil avec Digne par exemple, qui lui il sert à rien du tout. Il sert à rien, pareil si Evra se blesse ou est suspendu, Digne sera prêt à rentrer en jeu. Gilles? Moi je pense que Schneiderlin aurait pu avoir son utilité si Cabaye n'avait pas fait un aussi bon match. Ouais, voilà. Cabaye titulaire, pourquoi pas, à droite et Pogba à gauche. Voilà, moi si on passe dans une configuration comme ça, je vois plus Kanté devant la défense, parce qu'il a quand même donné satisfaction. Kanté a quand même montré qu'il était bon et qu'il était prêt. Il a grandement donné satisfaction. Idem pour Pogba à gauche. Sissoko, on voit que sur des éclairs il est capable de faire des choses fantastiques. Sissoko c'est correct. Sissoko c'est un travailleur, il y a pas eu sur un match physique il peut être là. Ouais, ce qui sera le cas contre l'Irlande. Enfin, en tout cas le milieu sera très important. Moi je pense que, je reviens là-dessus, on prend la composition du pire match. Avec l'Albanie, il y a du pire match qu'on a fait à mon sens, et je pense que c'est une erreur, mais on verra. Peut-être que contre les Irlandais ça nous aidera à trouver la faille, avec Giroud devant, pourquoi pas. Giroud qui sera le joueur physique là aussi pour s'imposer entre les grands gaillards irlandais, pour peut-être mettre sa tête sur un corner, sur un coup franc. Les coups de pied arrêtés, je pense que ce sera là aussi une des clés de la rencontre. Les Irlandais qui joueront essentiellement là-dessus, quand il y aura un coup franc, un penalty, pas un penalty mais un corner, ce sera chaud sans doute pour les Français. Il faut maintenant que l'équipe de France montre quelque chose. Ouais, là il faut une montée en régime. Là il faut rentrer dans la compète, et ça suffit de jouer comme contre l'Albanie où t'as une occasion. Ils ont joué un peu en fonction des adversaires. Enfin, les adversaires étaient pas. Mais t'as le droit de gérer sur un premier tour où les 3 premiers sont qualifiés. D'accord. Maintenant, là il y a une attitude aussi collective. De Niak et on a vu lors des matchs de préparation une montée en puissance. Il y a eu cette victoire 3-2 contre le Cameroun, où il y a eu des réglages à faire encore dans le secteur défensif, mais on a vu une équipe qui était capable de s'imposer dans les derniers instants du match. Donc ça c'était intéressant, et ça s'est reproduit d'ailleurs contre la Roumanie et l'Albanie. Et ensuite on a vu un très très bon match contre l'Écosse. Je suis pas sûr que l'Écosse soit si inférieure à l'Irlande. Mais l'Écosse jouait un match amical sans être qualifié pour le tournoi, alors que l'Irlande est qualifiée en 8e de finale. Oui, mais t'as la France à domicile en 8e de son Euro face à l'Irlande, quoi. Ouais. Moi j'attends de voir une équipe de France à son niveau, qui assume son rang, et pour le dire vulgairement, qui pose une couille sur la table, et que j'attends justement je fais un peu le parallèle, même si c'est pas en compétition, mais maintenant t'as vu un peu des France-Cameroun là, maintenant j'attends un France-Écosse, quoi.
Voilà, alors on va voir si l'équipe de France est capable avec une attaque, sans doute Giroud en pointe, Griezmann et le troisième Payet bien sûr sur le côté gauche. Il y a quand même du potentiel, quoi. C'est clair maintenant dans la transmission, dans l'attitude, dans le défi physique, il va falloir être présent. Difficile d'imaginer une équipe de France différente de ce qu'elle a été pour l'instant, mais j'espère que ça va le faire et que on aura une équipe de France qui s'assume. Mathieu, peut-être un pronostic sur cette rencontre. Oui, je lance France-Irlande avec 2-0 pour la France. But bien de sûr. Griezmann et de Pogba. Voilà pour Mathieu, sobre, efficace. Michel, 1-0. 1-0 pour la France. Mais des occasions quand même. Des occasions avec des occasions, d'accord. Gilles, Je vois comme Michel, 1-0 pour la France avec des occasions. Et allez, je vais un but de Gignac qui rentre à la place de Giroud. un but de Gignac, d'accord. Alors moi je sais pas du tout, j'ai vraiment du mal à me projeter sur ce match. J'ai aucune idée. Je veux dire 2-0 pour la France, mais sans conviction, aucune idée. Mais c'est un peu, Match piège quand même. c'est un peu comme ce Pays de Galles, Irlande du Nord en fait. La France a tout intérêt à ouvrir le score en première période. Ah oui, c'est clair ça. C'est exactement la même chose. On est vraiment dans une configuration d'un match de coupe nationale. Là, plus tu tardes à ouvrir le score, Ouais. plus tu as le risque de te prendre un compte, Et attention, un penalty bidon, un s'il y a corner, d'éventuelles etc. prolongations, attention. Attention à la main. Bah là, si à ce stade de la compète, élimination directe, tu fais pas attention, tu es pas attentif à tous les détails, c'est difficile d'aller loin. Donc quand même plutôt de la confiance pour cette équipe de France. Je crains que si on traîne un petit peu, enfin si Faudra pas la attendre la 89e. si la prolongation si elle est en vue, qu'on attende presque la prolongation en se disant Deschamps va faire encore un changement à la 111e pour les tirs au but et tout. Enfin, j'ai peur qu'il y ait ce scénario de l'attente, quoi. Alors attention, voilà, soyons bien sûr méfiants Il faut par faire tout rapport pour, à. Comme l'a dit Gilles, l'Irlande. c'est le plus gros ennemi de l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Voilà, pour notre pronostic analyse, je reviens juste sur l'équipe d'Allemagne puisque je viens de le voir, un message de Cédric qui disait avant par rapport à Thomas Müller, le remplacement de Müller derrière Gomez aussi, avec Özil côté droit, leur a offert plus de possibilités contre l'Irlande du Nord. Voilà, donc par rapport à cette équipe d'Allemagne qui affronte la Slovaquie, on n'a pas parlé de Thomas Müller et de son placement, mais c'est aussi une des clés de ce match à venir. Müller qui a mis 10 buts en phase finale de Coupe du Monde et 0 en Euro. Ah bah voilà, c'est le moment de se réveiller pour Thomas Müller au niveau des phases finales de l'Euro. On termine cette émission 17h53 par le futur adversaire de l'équipe de France. On espère, si l'équipe de France se qualifie, ou de l'Irlande, donc futur adversaire de la France ou de l'Irlande, Angleterre-Islande. L'Angleterre qui a séduit quand même de par son jeu, qui a manqué d'efficacité. Ah oui, c'était quand même pas mal, c'était offensivement, c'était chatoyant, ça attaquait, c'était joli quoi. Maintenant Attends, tu déconnes ou quoi? Tu dis t'as le Portugal avec 3 nuls et t'as l'Angleterre avec une victoire et 2 nuls. Portugal qui a une pelletée d'occasions. Mauvais, décevant, plein d'occasions. Moi je trouve que l'Angleterre a été bien. Ah mais j'ai trouvé que l'Angleterre était beaucoup plus intéressante que ça veut dire que Portugal, si le Portugal avait gagné 1-0 contre l'Autriche sur penalty avec le penalty de Ronaldo, serait chatoyant. Non, mais t'avais les latéraux ont été beaux côté anglais, le gardien par contre Joe Hart, grosse inquiétude, d'accord. Maintenant sinon on a quand même vu une équipe jeune, sans leader, avec leur seule victoire qui est mais alors qu'ils sont menés 1-0 à la mi-temps et qu'ils l'emportent dans les arrêts de jeu. Je suis assez critique sur leur capacité à convertir leurs occasions et à être efficace. Ça c'est clair que ça va leur jouer des tours à mon avis par la suite. Maintenant sur le seul plan du jeu, ils ont montré plus que le Portugal. Ça c'est clair, collectivement parlant. Collectivement parlant, c'est clair que justement, c'est évident. Je ne saurais toujours pas dire quelle est la meilleure équipe d'Angleterre. Est-ce qu'on met les mecs de Tottenham au milieu, Ali d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait de Rooney? Est-ce qu'on met Kane avec Henderson, voire Milner? Bon, Milner n'a pas joué du tout. Est-ce qu'on met Kane et Vardy ensemble? Qu'est-ce qu'on fait de Sterling? Qu'est-ce qu'on fait de Rooney? Ouais, Rooney tout simplement. Et il y a beaucoup d'inconnus et le premier tour n'a pas. Déjà Vardy a montré plus que Kane quand même. Voilà, bon. Mais est-ce que ce dispositif avec un seul attaquant, est-ce que c'est suffisant? Tactiquement, c'est aussi un problème, c'est que le sélectionneur Roy Hodgson, c'est pas un grand fan de tactique, donc lui, c'est un petit peu, allez les gars, on y va, et puis on verra comment ça se passe. C'est un peu la stratégie maison côté anglais. Moi, je suis pas d'accord du tout. D'accord, mais Michel, développe rapidement ton point de vue. Il reste 4 minutes. Le Portugal, au moins, c'est clair.
Hein, t'as 2 ailiers. Non mais on revient pas sur le Portugal. Oui, non mais voilà. Mais pour l'Angleterre, c'est trop mou, c'est trop dans la latéralité. Ça court quand même 90 minutes. C'est bien de courir. C'est quand même le principe du foot. Ouais, mais ils sont à fond tout le match, quoi. Contrairement à des équipes qui gèrent, eux ils sont pas au cricket ou je sais pas, mais voilà, ils sont à fond, mais c'est dans la latéralité, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment par rapport à manque d'imagination. Voilà, tu sais pas qui mettre. Enfin moi ça m'a pas paru emballé. C'est pas mal, je dis pas, mais voilà, c'est pas non plus. Ah bah j'ai pas dit que c'était flamboyant non plus, j'ai dit que c'était chatoyant. Chatoyant, c'est pas flamboyant, c'est deux chamarré. C'est chamarré. C'est 2 adjectifs différents. Gilles, peut-être est-ce que l'Angleterre va battre l'Islande? Bah moi je pense pas. Clairement. Moi je sais pas si pour vous c'est une surprise, mais moi j'ai vu les 2 équipes. Pour moi non plus l'Angleterre c'est pas chatoyant. Ouais, c'est pas chatoyant. C'est pas le haut niveau, quoi. On a du mal. Tu vois que c'est des équipes qui sont pas habituées à jouer ensemble. T'as des individualités qui essayent d'en faire trop. Je pense notamment à Sterling. J'allais dire même Sturridge aussi. Mais surtout Sterling et surtout côté islandais. Côté islandais, ça joue. Côté islandais, ça joue. Ils vont avec le cœur. Non, mais ça joue. Je veux dire, ça joue avec le cœur. Tu vois, c'est un peu comme toutes les petites équipes de cet Euro, quoi. Les gars, ils sont dans l'état d'esprit du commentateur. Je sais pas si vous avez vu lorsque ils ont marqué leur but. Voilà, les gars, ils sont dans cet état d'esprit-là, quoi. Ils jouent pour tout leur pays, ils veulent gagner. Je veux dire, je sais plus quel joueur de l'équipe qui disait, je connais 50% des supporters qui sont en tribune. Alors c'est un peu le coup de cœur de tout le monde. L'Islande, tout le monde les aime, tout le monde les admire. Mais est-ce qu'on en fait pas un peu des caisses sur cette équipe d'Islande qui a été très bonne sur les 3 premiers matchs? Je leur rends hommage. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais à mon avis, à mon sens, là, je lance peut-être la salve de pronos puisqu'il reste 2 minutes. Faut conclure. Moi, je dirais quand même l'Angleterre 2-0 avec une Islande intéressante qui va résister, mais 2-0 pour l'Angleterre néanmoins. Moi je vois des Islandais. Les Islandais vont créer la surprise, ils sont physiques, ils n'hésitent pas à prendre leur chance. Les Anglais sont fébriles et il faudra qu'ils s'en sortent offensivement. Moi je vois une victoire de l'Islande en 1-0. Dans le temps réglementaire 1-0. D'accord. Ou en prolongation. Ok, ou en prolongation. Voilà pour Gilles. Michel. Moi je vois un partout et des tirs au but. Un partout tir au but avec le vainqueur qui sera. J'en sais rien. J'espère l'Islande, mais. Alors l'Islande, voilà, le coup de cœur de Michel, l'Islande comme tout le monde. Et moi j'ai aussi tir au but, c'est le seul match où je vois des tirs au but. Et au tir au but, généralement l'Angleterre perd. Ah bah ça, l'Angleterre c'est toujours perdant au tir au but. Hein. Donc si tu dis tir au but, c'est sûr que l'Angleterre perd, quoi. Oui. Alors, quoique, ils vont peut-être conjurer le mauvais sort. Enfin, ils vont réussir à gagner dans une séance de tir au but. On suivra ça en tout cas. En tout cas, la feuille est bien noircie et on verra tout ça. Alors là, on a tout noté les pronos. J'espère que vous avez pris des notes aussi chez vous pour parier, gagner plein d'argent. Quoique, c'est pas bien de parier. Enfin, moi, je suis pas pour les paris sportifs. Donc, vous risquez une suspension si vous êtes joueur de foot. Parier des pintes entre potes, c'est plus sympa. Et je pense pourrait avoir un parcours en élimination directe que contre des adversaires avec en I, donc en 8e Irlande, en quart Islande, en demi Italie et en finale Irlande du Nord. Ah, joli. Merci Michel pour cette observation. Ce serait le observation géographique. Intéressant en tout cas comme observation sur le I. On vous laisse avec la suite des programmes de RBS. Rendez-vous lundi à 17h pour un nouveau Moriteuro sur le 91.9 FM. Les podcasts sont sur YouTube, sur la page Facebook du Morito Football Club. Aimez la page. Et aimez la page, bien sûr. Michel aime la page, donc aimez, faites comme Michel. À lundi 17h. Ciao, ciao. Ciao, allez les bleus.